C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. C'est sérieux ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le nouveau podcast de Charlie Hebdo. Aujourd'hui nous sommes le 3 mars 2021 et nous allons parler notamment de l'article de Jacques Littauer consacré à l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, un club très sélect qui regroupe les patrons des 113 plus grandes entreprises françaises et que personne ne connaît. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques a écrit un article sur le sujet. On continuera ensuite avec le reportage de Coco qui est allé à la rencontre des chauffeurs de taxi de la capitale pour leur demander leur avis au sujet des dernières accusations dont font l'objet notamment Gérard Depardieu et PPDA. Et enfin, pour terminer, un sujet issu de notre conférence de rédaction de ce matin, le passage de Nicolas Sarkozy au JT de TF1 ce soir, 2 jours après l'annonce de sa condamnation à 3 ans de prison, dont un an ferme. Alors, avec moi aujourd'hui, Gérard Biard, notre rédacteur en chef. Salut Gérard. Salut. Jacques Littauer, notre journaliste économie. Salut Jacques. Bonjour. Et... oui, très sérieux. Et la dessinatrice Coco. Salut Hey, Coco. Salut. Très moderne. Alors, on va peut-être commencer par le sujet le plus obscur. Non, je dis ça gentiment, mais l'AFEP, puisque moi je ne connaissais pas et je pense que je n'étais pas le seul. Alors, Jacques, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus ? Évidemment, je ne vais pas tout dévoiler puisque le but du podcast, c'est que les gens achètent le journal. Donc, je vais préserver un maximum quand même de suspense. Mais l'idée, c'est de dire que, en fait, on entend tous beaucoup parler du MEDEF, qui est évidemment l'organisation patronale la plus connue. Coco aime beaucoup d'ailleurs aller à leurs universités d'été parce qu'elle y mange mieux qu'au journal. Mais le MEDEF, en fait, c'est pour amuser la galerie, quoi. C'est pour faire des blagues, Parce que le MEDEF, il y a plus de monde que... Oui, le MEDEF, en fait, c'est ça. Tu as aussi bien le charcutier du coin que Renault. L'AFEP, c'est l'inverse. C'est que des très grandes multinationales, L'Oréal, Carrefour, des grandes banques, etc. Et c'est des gens qui sont très efficaces dans leur lobbying parce que ils vivent, ils couchent avec les gens qui sont dans les cabinets ministériels. Eux-mêmes, ils y étaient avant, ils y seront après. Ils couchent, tu peux développer ? Oui, alors justement, ça sera, je crois que c'est Coco qui va faire des dessins la semaine prochaine justement à ce sujet-là. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est notamment là, ils ont beaucoup utilisé la crise sanitaire pour faire reculer les gentillettes législations environnementales qui ont été adoptées notamment au niveau européen ces dernières années en disant en fait ça va jamais quoi, les entreprises quand ça va bien, il ne faut pas les embêter et quand elles vont mal, il ne faut pas les embêter. Donc il ne faut jamais les embêter. Et donc là, voilà, ils ont... En fait, si je te comprends bien, le MEDEF, la grand-messe du MEDEF que Coco était allé voir, justement, ça, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est ça. Et l'AFEP, du coup, c'est vraiment là où se prennent les décisions, où il y a de l'influence qui s'exerce sur le gouvernement et les députés, c'est ça ? C'est ça, c'est beaucoup plus efficace. Et justement, je vous laisserai découvrir dans l'article quand ça a été créé. Donc, un petit indice, ça a été créé en 1982. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, il s'est passé quelque chose en 81 qui a rendu très, très furieux Tu veux dire que c'est un mouvement de gauche ? Oui, alors, ça dépend. C'est un peu la gauche à la Danny Cohn-Bendit, quoi. D'accord. C'est celle que tu aimes tellement, Gérard, dont tu nous parles tout le temps. Mais alors, Coco, toi, tu étais allé je crois que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, tu étais allé faire un reportage Oui, j'y suis allée peut-être 2 ou 3 fois aux universités d'été du MEDEF. Pourquoi tu y vas tout le temps, parce que c'est un rendez-vous un peu avec le patronat qui se fait des contacts. Alors, il y a des grosses entreprises comme des petites. Et c'est toujours marrant d'aller par curiosité, entendre ce qui se dit dans ces réunions et assister soit à des tables rondes, soit à des moments où, par exemple, des conférences sur le disrupting, qui est vraiment Qu'est-ce que c'est le disrupting ? Le disrupting, c'est être disruptif, c'est être efficace, trouver toutes les possibilités pour être efficace en entreprise. Et moi, c'était un mot, par exemple, que je connaissais pas du tout. C'est un vocabulaire vraiment d'entreprise libérale pour les salariés qui se donnent à fond et qui se ménagent pas, quoi. Oui, c'est d'ailleurs un mot qui est très courant, très employé en Macronie. En Macronie, oui, sans doute. En marche, ouais. Ils sont disruptifs. Ils sont disruptifs, mais justement, j'ai l'impression que l'AFEP
si je comprends bien, c'est pas disruptif justement, c'est du vieux lobbyisme à l'ancienne qui se fait derrière. Le seul qui marche. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Oui, et d'ailleurs, ce que j'ai découvert, parce que évidemment, moi non plus, je connaissais pas le sujet, je fais semblant, mais j'ai découvert l'existence de la FEP il y a 2 jours. C'est qu'ils font le lobbying, notamment, en fait, au niveau international. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de législation, que ce soit pour les banques, par exemple. Niveau européen, ou même au niveau mondial, avec l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, la FEP investit beaucoup, non seulement Bruxelles, mais aussi Washington, les accords de libre-échange internationaux. Donc là, c'est impressionnant de voir à quel point le cirque médiatique habituel, les boulettes de Bruno Le Maire, ces rodomontades comme s'il gérait quoi que ce soit. Bon, on sait qu'il gère rien, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il gère rien, tellement, notamment ces boîtes-là, font l'énorme majorité de leur chiffre d'affaires en dehors de France, et même certaines en dehors d'Europe. Et donc, elles résonnent vraiment sur un échiquier mondial où la France a un rôle négligeable. D'accord. C'est presque un autre sujet. Malheureusement, on n'aura pas tout à fait le temps aujourd'hui. Donc, on va passer au deuxième sujet de notre conversation. Sans transition, les taxis parisiens, aujourd'hui pour les bistrots de Charlie. C'est moi qui dois faire le c'est ça, pardon, excuse-moi. Non, mais... T'as une voix de radio. Ouais. Bah, c'est clair. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Non, mais alors oui, comme tu disais, Coco, la semaine dernière, donc pour le journal qui sort aujourd'hui, tu as fait un reportage sur les chauffeurs de taxi. Oui. Et alors, déjà, première question, pourquoi les taxis et pas les chauffeurs Uber, d'ailleurs ? Ça n'avait pas beaucoup d'importance en fait, c'est un peu la même chose. Je me suis rendu compte, d'ailleurs ce papier est juste en face du papier de la FEP, je voulais préciser. C'est pas un hasard. C'est face à face. Non, je me suis rendu compte en prenant parfois le taxi ou le Uber que les conversations étaient assez désinhibées et plutôt libres. C'est un endroit assez particulier parce que, comme je l'ai dit dans le reportage, c'est entre le café du commerce et le confessionnal. On sait qu'on ne reverra pas le chauffeur de taxi. On sait que l'endroit est clos, fermé et que tout ce qui est dans le taxi reste dans le taxi. Et du coup, les conversations vont bon train. Mais alors du coup à la fois du côté du chauffeur et du client oui, bien souvent j'ai remarqué que les chauffeurs n'étaient pas avares en discussion et bavardaient un peu pour passer le temps. S'il n'y a pas de la musique dans le taxi, en tout cas ça bavasse. Et du coup un peu curieuse de ça, je me suis rendue dans plusieurs taxis avec une copine d'ailleurs, en questionnant sur, il y a des affaires d'accusation d'agression sexuelle, notamment PPDA et Depardieu. Donc j'avais une copine, ma copine disait, comment les femmes vous faisiez une conversation c'était un peu immersif. Donc ma copine disait, les femmes qui parlent, elles prennent un risque et elles le font. Et si c'était pas vrai, je vois pas pourquoi elles le feraient. Et moi, en gros, c'était un rôle, je disais, mais les hommes ne peuvent pas être accusés d'agression sexuelle je comprends. Et comme après, ça. Du coup, tu espérais que le chauffeur embraye là-dessus. C'était un peu l'hameçon pour lancer la discussion avec le chauffeur de taxi. Et voilà, il y en a 3 là qui ont parlé sur ce sujet de manière totalement folle, quoi. Gérard, tu as pu lire le reportage de Coco, j'imagine, et... qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces rencontres Moi qui suis un homme, moi qui suis le seul homme, d'ailleurs, de cette rédaction. Et qui travaille comme taxi la nuit, mais ça, il ne faut pas le dire. Non, ce qu'on lit dans le reportage, c'est pas du tout étonnant. Et ce qu'on peut entendre dans la bouche des chauffeurs de taxi, on peut l'entendre en gros dans toutes les professions. Ça n'est ni plus ni moins que que les arguments, là on est un petit peu plus, on va dire bas de gamme, mais c'est les mêmes arguments qu'on entend à chaque fois. Généralement, on les entend de la bouche des hommes, on les entend rarement de la bouche des femmes, de certaines femmes, mais c'est plutôt généralement des hommes qui commentent ce genre d'accusations. Et il s'avère que les 9/10 du temps, ces accusations sont fondées. Oui, sont fondées.
Oui, oui. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, ce que j'ai pas pu mettre dans cette page, c'est que Oui. je suis rentrée dans un taxi où une femme conduisait et cette femme m'a avoué qu'elle avait été agressée sexuellement à 12 ans. D'accord. Voilà, la seule femme que la j'ai seule, rencontrée en chauffeuse de taxi, elle m'a quand même dit ça. C'était assez révélateur quoi, du pendant homme qui ne remettait jamais en cause le comportement des hommes et de la femme qui elle-même avait traversé une épreuve difficile de ce type. D'accord. Bah, c'est assez classique. Hein. Classique, oui. Si tu demandes à un homme qu'est-ce qui se passe dans la rue, il se passe rien. Oui. Tu demandes à une femme, elle a plein de choses à te raconter. Ah bah ça c'est sûr. Donc voilà, on est dans le monde. Dans le monde qu'on vrai connaît monde, depuis des millénaires. Ouais, D'accord. mais c'est pas bien parfois d'en rendre compte comme ça. Oui, il faut en rendre voilà. compte, bien sûr. C'est important. Et comment tu fais, Coco, pour parce que bon, il y a pas beaucoup de portraits dans ta page pour des raisons évidentes. Tu étais derrière et tout ça, mais il y en a quand même, on reconnaît quand même des visages. Oui. Concrètement, comment tu as fait pour faire ces dessins? Parce que c'est. Oui, c'est ça. Est-ce que tu j'imagine bien dessinais bah, c'est peut-être bête comme question, mais est-ce que tu dessinais C'est de en même mémoire temps, ou- ou tu En fais fait, ça après il y a quelque chose dont Luz faisait ça pour ses concerts. Ça s'appelle la mémoire photographique. Donc déjà, quand je suis rentrée dans le taxi, j'ai pris quelques notes très rapides de manière à ce que je ne sois pas vue. Et j'ai pris un croquis léger en fait, du visage du conducteur. Et dès que je suis descendue, avec cette fameuse mémoire photographique, j'ai pu refaire le portrait un peu plus en détail. Ce qui m'a permis après de refaire un peu la mise en scène dans la voiture, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décors. Il faut rendre compte de l'intérieur de la voiture. Et voilà. Et ça t'est déjà arrivé dans d'autres situations de te faire gauler en train de dessiner, que les gens ça les énerve ou faire gauler, ou pas trop. oui, ça peut arriver. En tout cas, les gens viennent pas comme ça énervés, mais on sent qu'ils ont tiqué sur quelque chose. Donc immédiatement, il faut essayer de faire comme si on regardait ailleurs ou que ce qu'on dessine, c'est le truc plutôt derrière le monsieur qui vient énervé vers vous. Ok, bon, bah, il faudra qu'on reparle de tout ça parce que c'est vrai que c'est super Ça intéressant. vaut le coup. Merci Coco. Bon, j'en prie. Et enfin, oui, il fait un peu chaud ici. chaud Hein. Ouais. Ça doit être Gérard. Bah, je vous en prie. C'est Gérard qui nous donne chaud. Alors, est-ce qu'il fera chaud ce soir sur le plateau de TF1 ou Nicolas Sarkozy oui, il y en va y Oh, en le avoir. professionnel. Il y en a un qui va avoir professionnel. chaud là. Parce que bon, comme je disais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable par le tribunal et condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme. Et ce soir, donc 48 heures après cette annonce, il se rend sur le plateau de TF1. Et c'est vrai que on en a pas mal parlé ce matin. Alors Jacques, pourquoi est-ce qu'on en a parlé ce matin? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu as suivi là Oui, est-ce que Parce tu as suivi? En fait, moi, je c'était pense un que- test Je pour pense savoir que si tout tu le monde avais a le droit à suivi une ou- deuxième chance. Tu vois, il faut pas trop vite juger les gens. Et bon, Nicolas Sarkozy a été condamné, il va être encore condamné, mais il faut lui donner sa chance. Et je trouve vraiment bien qu'une petite chaîne comme TF1 qui est assez confidentielle et tout ça, Il faut libérer la parole. voilà, qui est de gauche, donne sa chance à cet homme là qui fait l'objet d'une opprobre injustifiée. Et toi, Gérard, est-ce que tu aurais ouvert Toi, Gérard, en tant qu'habitant de Neuilly, tu connais bien Nicolas. Ah, je le connais très bien. Hein, c'est un Non, mais ami. disons... Toujours un homme charmant. Voilà. tout ça. Non, mais toi, tu n'aurais pas invité Nicolas Sarkozy pour qu'il puisse t'expliquer... Non, parce que d'abord, je suis pas rédacteur en chef à TF1, donc ce que je regrette d'ailleurs. Oui. Parce que d'abord, je serais mieux payé, mais Ce que la France regrette. voilà. Mais non, mais ce qui est assez drôle, c'est de voir comment, au fond, on déroule le tapis rouge. Bon, d'accord, c'est un ancien président, mais enfin bon, c'est un nouveau justiciable. Il n'a pas fini d'ailleurs d'être justifiable, parce qu'il a encore quelques casseroles au derrière. Notamment le procès Big Malion qui va arriver très bientôt. Oui. Donc c'est la façon dont on déroule le tapis rouge pour qu'il vienne crier son innocence, et surtout la façon dont toute la droite unanime, y compris celle qui est actuellement au gouvernement. Oui, on parlait aussi de ça. Oui, voilà, par un D, ça vient finit lui par apporter une caution morale
et crier. Oui, tu penses à ce que disait Gérald Darmanin. Oui, qu'il était Gérard Darmanin, il considère que Sarkozy est par définition innocent. Oui. Donc, et puis toute cette droite qui quelque part, même si elle se prétend moderne, parce que Sarkozy incarne une droite moderne, en fait, c'est de la bonne vieille droite, bien classique, qui considère d'abord qu'elle exerce pratiquement un pouvoir de droit divin quand elle est au pouvoir, et puis d'autre part qu'elle est intouchable, parce que ce qui est vrai, elle l'a été pendant très longtemps. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce matin, en conf de rédac, il y avait Yann Diener, le psy de la bande, qui faisait un parallèle avec Trump, et je trouvais assez juste sur le côté Nicolas Sarkozy a le sentiment que il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a construit toute sa carrière politique là-dessus, sur le fait de moi j'y vais, j'ose, etc. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et donc là, il comprend pas que d'un coup on lui dise qu'il y a des limites à son action, qu'il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et c'est impressionnant quand on lit son interview dans le Figaro. Ce qu'il dit est évidemment vrai. Il dit en fait, il s'est rien passé parce qu'effectivement sa tentative a échoué. Tu veux dire l'interview de Sarkozy dans le Figaro? L'interview de Sarkozy dans le Figaro, ce qu'il dit en fait, effectivement, il n'y a pas eu, puisque le fameux magistrat n'a pas obtenu le poste convoité et tout. Et donc Sarkozy dit en fait c'est extraordinaire. Il dit puisque en fait il dit pas ça comme ça, mais il dit puisque ma tentative de corruption n'a pas abouti, il n'y a pas eu de versement d'argent, personne n'a été tué, en fait il s'est rien passé, et donc je comprends pas pourquoi je suis condamné. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire que le gars ne se rend pas compte, effectivement il est quand même président de la République, condamné pour un fait gravissime, et évidemment qu'il doit faire de la prison, et surtout quand on met en comparaison, justement lui-même insistait sur l'automaticité des peines. Il y a plein de gens qui sont condamnés. Il y a des gens, bon après c'est un autre débat, mais il y a des gens qui en comparution immédiate, pour des délits beaucoup moins graves, se retrouvent à faire des peines de prison, non pas les aménagements de peine, non pas le soutien de Sarkozy. C'est une hiérarchie des peines. Ils vont pas chez TF1, parce que c'est un peu ça le point de départ de la conversation, c'est qu'ils n'avaient pas un accès aussi immédiat à un grand média de masse. On parle d'eux sur TF1, mais disons ils sont pas sur le plateau. Ils sont dans la rubrique faits divers. Oui, c'est ça. Et toi, Coco, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, mais je crois que tout est dit, mais c'est vrai que n'importe qui est condamné pour des faits de corruption passe pas comme ça aux 20h. Et puis voilà, non, moi je me suis assez amusée hier de voir les réactions à droite d'Éric Ciotti, de Darmanin, du mec de Nice, là, comment il s'appelle de Christian Estrosi. Non, c'est assez drôle. Nous, ça nous donne du grain à moudre en dessin. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas dessiné Sarkozy. C'est pas qu'il nous manquait, c'est mais vrai, il avait un peu disparu. C'est sympathique. Il y a une très belle couve de Félix, là. Exact. Très content. Et je crois que dès demain, en principe, on aura peut-être des dessins sur la prestation de Nicolas Sarkozy ce soir, je l'espère. Félix va plancher dessus. Eh ben oui, on espère. Voilà. Écoutez, malheureusement... Félix, si tu nous entends, faut bosser, mon ami. Allez, mon grand, allez. Bon, malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Oh non, déjà? Oui, ça passe vite, tu vois. Ça passe super vite, donc on va devoir s'arrêter là. Toujours la priorité à la pub, c'est lamentable. Oui, c'est ça. Pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets et de différents intervenants. Voilà. Au revoir. Bisous. Ciao. Ciao les amis. Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.